Bonjour amateurs de baseball et bienvenue à une autre édition de Baseball Hebdo. Cette semaine, j'ai beaucoup de choses pour vous. On a vraiment vu une belle semaine de baseball, un séjour complet, contrairement à la dernière fois où on s'est vu. Il y a eu de belles choses sur le terrain, des circuits, des nouveaux venus. Il y a eu aussi beaucoup de controverses hors terrain et même une grosse controverse sur le terrain. Alors on parle de ça, en plus de vous présenter un bouquin, encore une fois, et on va parler de vos poules. Alors c'est parti, on y va tout de suite avec les nouvelles. Aux nouvelles cette semaine, j'ai le goût de commencer avec un petit clip assez curieux et très cocasse. On regarde ça tout de suite. The place. Here's the 0-2. That one Holy cow. almost hit him. Did it hit the bat? Eh bien, c'est la description parfaite de l'amorti surprise, tellement que le frappeur lui-même était surpris. Ça arrive pas très souvent, alors je trouvais ça important de vous le montrer. Maintenant, si on vient à la Ligue majeure de baseball, eh bien, il y a eu des belles choses sur le terrain. Tout d'abord, notre premier match de 3 circuits, c'est quand même un fait assez rare. On voit pas ça très souvent dans une saison. Et ça vient du Colorado, qui d'autre, et de Ryan McMahon. Alors, il était vraiment dans sa zone, et voici ce que ça a donné. 3-0 on Mac. And he drives his ball high and deep right center field. Take a good look. You won't see it for long. 1-0 Colorado. So against Luke Weaver. This ball deep center field. This ball's got a chance. And it is gone. Just over. How about 3 home runs? How do you like that? 3 for 3 bombs. Une super performance de Ryan McMahon. Je crois pas nécessairement qu'il va devenir un grand frappeur dans les ligues majeures, mais c'est la première fois qu'il a la chance de jouer vraiment régulièrement. Et ça, ben, ça va sûrement aider ses statistiques et l'équipe du Colorado, même si on a prévu que la majorité des gens ont prévu que cette équipe-là allait terminer peut-être autour des 100 défaites. Eh ben, Ryan McMahon et évidemment Trevor Story sont des joueurs à remarquer dans cette équipe. Maintenant, eh bien, il y a un nouveau venu qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. C'est Akil Baddoo. Et lorsqu'il est arrivé au bâton à sa première présence, le premier lancer qu'il a vu dans le baseball majeur, il a frappé un circuit. Et quelques jours plus tard, je crois 2 jours plus tard même, il nous a proposé ça. You're a visiting manager. You start wiggling a little bit, even though the score is what it is. 2-1. Drifted to deep left field. Way back. Are you kidding me? The fairy tale continues. Toute une claque, en plus à l'opposé. Vraiment, Akil Baddoo s'est fait des amis cette fois-ci. Et ce qui est intéressant d'Akil Baddoo, c'était que c'est un joueur qui avait été laissé pour contre par les Twins du Minnesota et repêché avec la règle Rule 5 dans le baseball majeur. Qu'est-ce que ça fait, cette règle-là? C'est qu'on a le droit d'aller chercher au ballottage un joueur d'une autre équipe à condition qu'on le conserve et qu'on le fasse jouer dans l'alignement du baseball majeur pendant une grande partie de la saison. Alors, de toute façon, les Tigers sont très contents d'avoir Akil Baddoo, j'imagine, et je crois qu'il va rester dans l'équipe pour toute la saison 2021. Il faudra surveiller, est-ce que c'est la luck du débutant, comme on dit souvent, la chance du débutant? Je crois que vraiment ce frappeur-là peut faire des flamèches par moment, et il faudra le surveiller pendant toute la saison. En plus, son nom est tellement sympathique, Baddoo, alors il ne faudra pas l'oublier. D'un autre côté, cette semaine, eh ben, il y a eu Giancarlo Stanton. Quand on parle de circuit, eh ben, il nous en a frappé tout un. Driven deep to left center field. There it goes. See ya. A monster grand slam for Stanton. And the Yankees lead 6-0. 471 feet. Wow. Just wow.
His 8th career Grand Slam, his 3rd with the Yankees, and this one Quelle was frappe de special. Stanton, tellement loin. Et vraiment, là, cette balle-là a eu de la difficulté à réatterrir, j'en suis certain, à plus de 475 pieds du marbre. Les gens ont été impressionnés, même si on connaît Stanton et on sait très bien qu'il est capable de faire ça. Ce qu'il est parfois pas très capable de faire, c'est de rester en santé. Et il est bien évident qu'avec ça, Stanton est devenu un peu un joueur de one-trick pony, c'est-à-dire un joueur avec une seule capacité, frapper des circuits très très loin et être utile à l'équipe des Yankees de New York, puisque dans ce stade-là, on sait, c'est un stade qui avantage grandement les frappeurs, et vraiment avec un gars comme Stanton, eh ben on peut aller assez loin, peut-être même faire les séries, même si je crois que les Yankees sont surévalués. Il est bien évident qu'avec Judge, Stanton en santé, ce sont deux pièces maîtresses qui vont faire que les Yankees pourront se démarquer cette saison-ci. Alors on attend d'autres bombes de Stanton, mais on espère qu'il fera autre chose sur le terrain. On sait qu'en défensive, c'est pas très fort, mais vraiment, il faudra qu'il reste en santé et qu'il puisse contribuer autrement qu'avec des circuits. Dans un autre ordre d'idée, le retour au jeu de Trey Mancini cette année relève presque du miracle. Il va sûrement remporter le titre du meilleur retour dans les ligues majeures. Mancini, lui, qui a eu un cancer, qui a réussi à combattre ce cancer-là pour revenir jouer cette année avec les Orioles de Baltimore, c'est extraordinaire et il va mériter cet honneur-là. Cependant, il y a un autre joueur qui m'intrigue et en plus, il joue pour mon équipe préférée et il nous a offert cette semaine de belles performances au monticule, de belles performances et puis je vais vous montrer vraiment ce tout petit clip. And then went to the independent leagues. At 100 at the knees, back-to-back strikeouts. Eh bien, ce lanceur, c'est Tyler Matzek. Il a été choisi dans le repêchage en même temps que Mike Trout. Alors, ça fait vraiment très longtemps. Et Matzek a commencé sa carrière avec les Rockies du Colorado. Et il a eu beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour sa première saison. Ensuite, s'en est venu des maux de bras et aussi des problèmes anxieux, un peu comme celui qu'a connu Zach Greinke. Eh bien, Matzek s'est retiré du baseball pendant presque 5 ans et il est revenu l'an dernier dans des moments importants pour les Braves. En fin de saison, il a vraiment bien fait en série. Il est devenu un des lanceurs les plus importants de la troupe de Brian Snitker. Et cette année, vraiment, il est dû pour un très bon début de saison, encore une fois. C'est un superbe retour que l'on ne voit pas très souvent. Et en plus, ce qui est intéressant, eh bien, dans le clip que je vous ai montré, c'est qu'il y a très peu de lanceurs gauchers qui atteignent les 100 000 à l'heure. Depuis la venue du StatCast, il y a à peu près une douzaine d'années, eh bien, il n'y avait que 6 lanceurs gauchers qui avaient atteint le 100 000 à l'heure. Auparavant, eh bien, Matzek ne l'avait jamais fait. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans son cas. Il y a vraiment, là, et puis je vous le conseillerais peut-être même aussi pour votre pool, éventuellement, il a des bonnes chances d'obtenir des holds avec Atlanta. Et s'il arrive quoi que ce soit avec Will Smith, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il va remonter dans le classement et va être un lanceur de fin de match pour les Braves d'Atlanta. Et ce bonhomme-là, Matzek, qui arrive un peu de nulle part, qui a une trentaine d'années déjà, eh bien, peut nous donner encore du très bon baseball. Alors, il y a Trey Mancini, extraordinaire retour, mais Tyler Matzek, selon moi, mérite une toute petite considération. Maintenant, eh bien, il n'y a pas juste du bon cette semaine, il y a même eu du mauvais et du très, très mauvais, à commencer par ceci. Welcome to the ballpark. Have a good time. Ooh, I like that shirt. Thank you. For more than a year, I love baseball. I love the Rangers. we've all wanted normal again. We're glad to be back. I mean, it was tough last year, not getting to watch it. I'm ready for Gallo dingers. I'm excited for the whole vibe. When Governor Greg Abbott took off capacity limits, Rangers fans began putting on gloves, hats, and jerseys again. We ran immediately to the railing, and my fiance said, "Oh my God, the outfield's so big." Imaginez l'absurdité et aussi le fait que, on n'a pris aucune considération pour le bien du public. Grosso modo, eh bien, c'est une des pires conneries qu'on a vues depuis longtemps au baseball, surtout de moins depuis que la pandémie est commencée. Et évidemment, comme à l'habitude, Rob Manfred a strictement rien fait. Il laisse aller ça, mais d'un autre côté, il travaille sur des sujets et des dossiers qu'il devrait laisser totalement de côté. Et je parle bien sûr du déménagement de la partie des étoiles de la Georgie jusqu'au Colorado. Eh bien, dans un élan, je ne sais de quoi, notre bon vieux commissaire du baseball majeur a décidé de se protéger lui-même, de réussir à avoir de protéger son image en déménageant le match des étoiles qui était censé avoir lieu en Georgie, alors que la Georgie a passé une loi
très controversé, un peu inacceptable même, mais le commissaire décide de se mêler maintenant de politique et de valider, se servir un peu du match des étoiles comme un bonbon pour les États qui feront bien dans l'avenir dans leurs lois en rapport avec les élections et la votation. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est qu'à chaque fois qu'on va donner le match des étoiles, on devra, j'imagine, valider si l'État fait bien d'un point de vue de la législation et de la votation. Et à ce moment-là, on pourra se donner le droit de retirer le match des étoiles si jamais une mauvaise loi passe à ce moment-là. Alors, c'est vraiment pathétique que la Ligue nationale de baseball, la Ligue américaine de baseball, baseball majeur, décide de se mêler de politique. Ils instrumentalisent un sport qui est un sport traditionnel aux États-Unis de plus de 150 ans et ils décident de l'utiliser comme un petit bonbon pour s'assurer qu'il y aura, je dirais, une conscience sociale plus élevée dans certains États. Et le fait que la loi de la Géorgie est à peu près la même que la loi du Colorado, ben ça, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que le Colorado, ça fait un méchant bout qu'ils ont voté leur fameuse loi qui fait qu'on peut voter par la poste, mais qu'on a aussi besoin de s'identifier avec des cartes d'identification. Et vraiment, dans ce cas-ci, là, et Faye Vincent l'a bien déclaré dans une lettre de grande qualité au Washington Post que Manfred avait erré à ce moment-là. Et qu'est-ce que ce sera le prochain combat du baseball majeur? La pollution, les logements sociaux. Alors, à ce moment-là, ben, on pourra jouer avec des événements sportifs du baseball majeur, comme on joue en politique, pour donner des petits cadeaux à des États ou leur retirer. Alors, vraiment, Manfred, que j'adore, vous savez, c'est un personnage que je déteste profondément depuis très longtemps, depuis qu'il s'est insurgé en tant que bonze de Bud Selig dans des affaires criminelles qui touchaient, entre autres, les dossiers Biogenesis dans les années 90 et début 2000. Alors, c'est une personne vraiment qui a aucune classe, personnellement. C'est un petit politicien et il n'aura jamais la trempe des grands de ce monde qui ont géré le baseball en tant que commissaire. Et c'est un digne successeur de la plaie Bud Selig qui a sévi pendant 20 ans en ne regardant strictement rien des anabolisants qui étaient monnaie courante au baseball. Il a laissé faire ça. Il a un peu détruit la crédibilité du sport par ses inactions, finalement. Et quand on regarde tout ça, les scandales des stéroïdes au baseball, ben, la personne numéro 1 à blâmer, ce ne sont pas tous les joueurs individuellement, mais c'était le patron à bord, Bud Selig, qui a strictement rien fait. Et dans cette ligne-là, eh ben, Manfred est un très, très bon candidat pour suivre dans ses pas un peu pathétiques. Alors vraiment, voici pour Manfred. Et évidemment, il y a eu d'autres problématiques sur le terrain et je vous amène à regarder ça. Une fin de match jeudi soir inacceptable, comme on devrait jamais voir dans le baseball. Et c'est vraiment une des images qui discrédite grandement le baseball majeur, mais surtout le travail de ses arbitres. Et lorsqu'on a un arbitre comme Ron Krupa derrière le marbre, on peut s'attendre à n'importe quoi, à tout, mais surtout pas à de la compétence. 1-2 coming. And the slider in there, strike three. Hit him. On the pitch. It hit Conforto. He made no effort to get out of the way. It was a strike, but he didn't move. And Don Mattingly is going to come out and argue the call with the home plate umpire, Ron Kulpa. The ball hit him, and it was going to be a strike. Yep. So the Mets are celebrating. The Marlins are arguing. And unless this is overruled, the Mets have themselves a 3-2 win as Conforto is nicked by a pitch. Now, by rule, you have to make an effort to get out of the way. And that's what the Marlins are arguing. This is a strike, and he gets hit. Look at that. Oh, you can't do that. No, they have totally got a case. They got to bring it back. Totally have a case. They're going to. It's absolute. He stuck his elbow right into that pitch. It's going to be strike three. And the umpires are conferring, and let's see. Now, the hit by pitch is reviewable. The umpires are leaving.
Or are they No, going they're going to they're talk going to to the headset. I don't think they can go to the headset on this. This is not a reviewable play. Hit by pitch is viewable. Why can't you say hit by pitch in the strike zone reviewable? I don't think so. I think whether he is hit or not is reviewable, but it's a judgment call by the umpire as to whether he made an effort to get out of the way. We're trying to get it right. Alors, voilà ce qui arrive avec Monsieur I Can Do What I Want, Ron Kulpa, qui décide, lui, de donner un but sur balle et un hit by pitch à Michael Conforto parce qu'il a mis son coude dans la zone des prises et le lancer était clairement une troisième prise et il aurait dû être retiré. Le problème avec Ron Kulpa et l'absurdité dans le baseball majeur, un des sports les moins bien arbitrés dans les sports majeurs, c'est qu'on va à la reprise vidéo et là, on discute un peu et les gens de New York disent probablement à Kulpa, ben, t'as pas le droit de faire une révision sur un hit by pitch. Kulpa dit, OK, c'est correct. Et finalement, il pointe la plate et il va s'obstiner un peu avec Mattingly, à la limite dire qu'il s'excuse, mais le mal est fait. Son incompétence a coûté clairement au moins, peut-être pas le match parce qu'il y avait 3 hommes sur les buts, c'était pas terminé, mais il faut dire que c'est très très laid et ça laisse un œil au beurre noir au baseball majeur. Des arbitres comme Kulpa, ne devrait plus arbitrer. Même chose pour Hernandez, même chose pour C.B. Buckner, même chose pour Joe West, évidemment le pire d'entre tous. Pourquoi? Parce qu'il devrait y avoir quand même, malgré tout, malgré la protection des arbitres, malgré évidemment le fait qu'ils aient le droit de s'organiser en union, il devrait y avoir un minimum de qualité qui est demandé aux arbitres et lorsqu'ils sont vraiment en deçà de ce minimum de qualité-là, comme ceux que je viens de vous nommer, on devrait quand même pouvoir les remercier parce qu'au final, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne une très mauvaise impression et ça fait que le baseball majeur n'a pas l'air sérieux. Et c'est un des rares sports dans le baseball majeur où on s'est doté de reprises vidéo et qu'on va souvent les consulter et qu'on réussit parfois même à ne même pas faire le bon call, à même pas prendre la bonne décision. Alors, c'est vraiment risible et des interventions comme hier, eh bien, ça n'aide pas du tout. Bon, ajoutons à ça que Michael Conforto a joué avec un petit manque de classe. Il va dire, par exemple, que c'est un jeu très rapide. Il n'avait pas nécessairement la chance de voir quel type de balle s'en venait. Il pensait que c'était une glissante, une slider. Et alors, il s'est approché et finalement, au dernier moment, ce n'était pas une slider, mais une rapide. Il aurait pu facilement enlever son coude. Et ce qui arrive dans tout ça, c'est que j'aime pas trop l'attitude de Conforto qui essaie de se la jouer, nous jouer du violon et vraiment, entre guillemets, nous lancer de la bullshit. Honnêtement, c'était un jeu assez délibéré et au lieu d'assumer peut-être qu'il a mis son coude lui-même pour gagner, ce qui n'est pas si grave que ça dans l'optique où tout le monde veut gagner des matchs, eh bien, il tente de se la jouer et nous inventer une toute petite histoire très complexe pour rien. Alors, gros 0 à Michael Conforto et un moins 10 à Ron Kulpa qui a été incapable de faire son travail dans un moment d'une grande évidence. Alors voilà, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. On passe maintenant à votre pool. Alors préparez vos crayons et prenez des notes. Maintenant, le temps de parler de votre pool parce qu'il y a des choix à faire cette semaine, peut-être même des joueurs blessés ou peut-être que vous êtes en retard et puis votre pool n'est pas complété encore. Ce serait le temps, évidemment, de le faire, mais ça peut toujours arriver. Surtout si vous êtes sur des ligues Yahoo, eh bien, il y a des pools que les sections sont un peu tardives, alors il ne faudra pas hésiter. Cependant, eh bien, moi, ce que je vous propose très souvent ici dans la chronique pool, eh bien, ce sont des joueurs qui sont passés un peu sous le radar et des joueurs qui sont encore peut-être disponibles sur vos listes de repêchage, votre ballotte, comme on dit, et ça vous permettrait peut-être de prendre un peu d'avance ou au moins de colmater des brèches qui ont été laissées soit par des blessures ou soit par des mauvais choix lors du draft de début de saison. J'ai parlé en entrée de jeu de Akil Baddoo, j'ai parlé aussi du petit conte de fées qu'il vit présentement. Eh bien, c'est une suggestion aussi pour le pool. Akil Baddoo, par exemple, il ne faut peut-être pas trop s'énerver. Il faut aller le prendre si vous avez besoin de voltigeurs
qui va vous donner quand même, pour l'instant en tout cas, d'une très belle qualité dans plusieurs statistiques. Cependant, au final, il faut considérer qu'Akil Baddoo n'a pas nécessairement le exit velocity du bâton pour backer, entre guillemets, sa puissance, et il n'a pas non plus un grand pourcentage de contact. Alors, en bout de ligne, peut-être qu'éventuellement, il aura un peu plus de difficulté à poursuivre sur sa lancée. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aller chercher et puis en profiter pendant qu'il est hot, comme on dit. S'il y a un gars qui est hot, eh bien, c'est Nate Lowe. Nate Lowe est parti de Tampa Bay, où on avait de la difficulté à lui trouver de la place un peu, où on avait aussi d'autres besoins. Et il est arrivé au Texas, et maintenant, ben, il fait flèche de tout bois. Nate Lowe, c'est un premier but. Oui, il y a beaucoup de profondeur au premier but. Parfois, c'est difficile d'aller chercher un peu un inconnu quand on a des bons vieux vétérans qui sont disponibles. Mais Nate Lowe va vous donner, pour l'instant, les qualités premières que vous recherchez au premier but. De la puissance, il va vous donner de la moyenne, des points produits. Et c'est tout à fait comparable présentement avec d'autres premiers buts qui auraient pu être pris bien avant lui et qui vont donner des chiffres approximativement les mêmes ou moindres. Alors, si vous avez un problème au premier but, si vous avez peut-être même un joueur d'utilité à aller chercher ou un frappeur désigné, Nate Lowe du Texas est vraiment un très bon choix. Ensuite, on va y aller du côté des long shots, entre guillemets. Si vous avez besoin d'un autre voltigeur, il faut aller du côté de Kansas City, de KC. Soit Michael A. Taylor peut vous donner faire un petit bout de chemin avec vous et vous donner un peu de puissance. Évidemment, il faut oublier la moyenne au bâton, mais les vols de but, les points produits et les points comptés seront là. Et un autre bonhomme que j'aime beaucoup, qui est Kyle Isbell. Kyle Isbell a presque pas joué dans les rangs professionnels avant. Il est parti du A et s'est en allé tout de suite dans les ligues majeures. Alors, au bout de chemin, peut-être qu'il va s'essouffler, mais pour l'instant, il a un beau début de saison. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer nécessairement tous les jours, mais comme je vous dis, c'est un peu un long shot. Mais Kyle Isbell, cette année et peut-être encore plus en 2022, c'est une valeur qui pourrait prendre, c'est un joueur qui pourrait prendre beaucoup de valeur. Alors, allez-y peut-être avec ça si vous pouvez vous le permettre. Si vous êtes dans un pool Legacy, c'est encore plus intéressant parce que vous pourriez peut-être le conserver l'an prochain s'il montre qu'il est la graine de superstar. Alors, regardez ça, Kyle Isbell à Kansas City. Maintenant, il faut s'occuper de nos lanceurs et toujours le fameux problème des lanceurs en début de saison qui obtiendra les sauvetages. On a fait presque une chronique complète la semaine dernière là-dessus. Et il y a eu des blessures, il y a eu des confirmations de blessures aussi, et il y a même eu des confirmations d'opérations du côté du Texas. Alors maintenant que José Leclerc est complètement à l'extérieur du portrait et qu'il ne reviendra pas en 2021, eh bien, il y a le bon vieux de la vieille, Ian Kennedy, qui est en train de revenir au-dessus du peloton et qui va obtenir des sauvetages. Alors au Texas, on n'a pas beaucoup d'options. C'est un peu comme avec les Marlins de la Floride. Alors ces options-là, pour l'instant, cette option-là, c'est Ian Kennedy. Alors, si vous voulez, n'avez pas trop peur du bon vieux Ian, allez le chercher et vous allez obtenir quand même certaines sauvegardes. Oublions pas que le Texas n'est pas là pour gagner beaucoup de matchs cette année. Alors, il y a une limite dans la quantité. Mais c'est un genre d'équipe qui donne beaucoup de points, mais en fait beaucoup. Pourrait avoir plusieurs matchs serrés. Alors là, on pourrait vouloir avoir Kennedy venir terminer certains matchs. Et donc, jusqu'à maintenant, il a 2 sauvetages, ce qui est vraiment bien, ce qui est tout à fait dans la normale de la majorité des lanceurs de relève présentement. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut remplacer dans votre équipe. Ensuite, il y a quelqu'un à ne pas mettre de côté si vous cherchez un 5e partant peut-être, ou si vous êtes dans un pool à 18 joueurs, peut-être même un 4e partant. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup lancé depuis 2018, alors on a le droit d'être sceptique à son endroit, mais il reste qu'au début, en 2016 et en 2017, il avait fait 2 belles saisons où il avait accumulé à peu près même plus de retraits sur 3 prises que de manches. C'est toujours un très bon signe, et il était vu comme un espoir chez les White Sox de Chicago. Les White Sox, tranquillement, se sont montés un superbe club. L'ajout de Lance Lynn est vraiment très, très important. L'avenue de Michael Kopech, qui présentement en relève, fait très bien et qui devrait devenir un partant, va aussi aider les White Sox. L'ajout de Dallas Keuchel, mais Carlos Rondon. Carlos Rondon, c'est un joueur que j'aimais bien et que j'ai perdu de vue, comme un peu tout le monde, pendant à peu près 3 ans. Et il est revenu cette année. Il a eu un bon premier match, un très bon premier match, et la majorité des scouts, des gens qui regardent
regarde le baseball présentement semble dire qu'il est en pleine forme et qu'il pourrait avoir une saison de relance. Pas nécessairement un breakout season, ça fait longtemps qu'il est quand même dans le baseball, mais une saison de relance qui pourrait être payante. Alors, ne vous énervez pas trop avec Rondon, mais vous pouvez aller le chercher comme 5e partant ou comme 4e dans une structure de club, de ligue à 18 clubs. Ça peut être vraiment un très bon choix. Maintenant, un dernier long shot, comme on dit. Alors, je vous ai parlé de Tyler Matzek au début de ce reportage. Eh bien, Tyler Matzek est une belle réussite. Il est revenu au jeu. Bravo pour lui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine et c'est un autre retour, si on veut. Quelqu'un qui n'a pas vraiment quitté le baseball, mais qui est vraiment descendu en deçà de tous les espoirs qu'on avait pour lui. C'est Sean Newcomb à Atlanta. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il est venu terminer un match, un peu par dépit, parce qu'on était dans un programme double où beaucoup de lanceurs avaient été utilisés. Mais Brian Snitker, en fin de match, alors que c'était 2-0 pour Atlanta, a décidé de sortir Sean Newcomb. Et là, on a vu une balle rapide qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Une balle rapide dans le 97, 98, 99 000 à l'heure, vraiment ce qu'on appelle du stuff de closer, et on ne faudrait pas être surpris de voir Sean Newcomb monter graduellement dans l'alignement des Braves d'Atlanta et devenir un lanceur qui va vous donner ce qu'on appelle des holds et va surtout accumuler plus d'un retrait sur 3 prises par match. Alors encore là, si vous êtes sur 18 clubs ou si vous êtes sur un rooster, entre guillemets, un alignement avec beaucoup de joueurs et beaucoup de place, Sean Newcomb peut être une tentative intéressante et il faudra aussi regarder bien, monitorer, comme on dit en anglais, sa vélocité pour voir si tout ça reste encore toujours dans le 98-99 000 à l'heure, ce qui est quand même assez exceptionnel et c'est un grand bonhomme, très très fort, intimidant à la limite. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec chez les Braves d'Atlanta, surtout que Will Smith a un début de saison approximatif, Will Smith qui lance pas comme il est capable, utilise beaucoup trop sa courbe et vraiment fait pas confiance à sa rapide, donc ça nous amène des ratés comme on a vu en début de saison et comme on a vu quand même une sortie un petit peu laborieuse contre les Nationals de Washington. Alors, il faut surveiller du côté des Braves. L'enclos est très talentueux et à tout moment, on peut avoir des changements quand ce qui est au releveur sur qui Brian Snitker jettera son dévolu pour terminer les matchs. Alors, restez à l'écoute pour ça. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres possibilités. Écrivez-moi si vous voulez en bas ici sur YouTube ou sur Facebook pour me donner vos idées de joueurs qui pourraient être repêchés dans le ballottage. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir en discuter et peut-être même de m'ouvrir les yeux sur des joueurs que je n'ai pas encore vus. Alors n'hésitez pas, faites-le et bon pool! C'est maintenant l'heure de la chronique lecture et cette semaine, je vous amène lire Swing Kings, qui est vraiment un livre populaire présentement, un peu partout sur les Amazones de ce monde. Et c'est un bouquin qui a été écrit par Jared Diamond. Jared Diamond, qui est un chroniqueur régulier de baseball au Wall Street Journal et qui a quand même une belle carrière d'écrivain de démarrer avec ce bouquin-là. Ça a commencé par un petit article que Diamond a écrit dans le Wall Street Journal en 2017, qui s'est transformé tranquillement en une recherche beaucoup plus exhaustive qui lui a fait écrire Swing Kings. Ce que ça raconte, Swing Kings, eh bien, un peu comme le bouquin de la semaine dernière que je vous ai présenté de MVP Machine, eh bien, on présente surtout les hommes qui sont derrière les changements importants au baseball majeur et dans ce cas-ci, c'est surtout, évidemment, du point de vue de la frappe et des circuits. Alors, la recrudescence des circuits, le fait que tout a augmenté, ce n'est pas dû simplement au fait que la balle a été juicée, entre guillemets, si vous permettez l'expression, pendant quelques années. D'ailleurs, cette année, elle est censée être
être redevenu, entre guillemets, normal. Mais ce bouquin-là nous parle surtout des gourous, des gourous qui sont derrière certains grands frappeurs. Et si on parle parfois de bons frappeurs comme J.D. Martinez ou Aaron Judge, on va parler aussi de frappeurs un peu plus moyens qui ont vu leur fortune augmenter grâce à la fréquentation de ces gourous-là. Justin Turner étant un grand classique, on en parlait même dans MVP Machine. On va parler aussi de Marlon Byrd, peut-être un peu moins connu, mais un joueur marginal qui a quand même réussi à se démarquer à un certain moment. Et on va parler aussi de Jason Castro, un éternel mauvais frappeur qui quand même va finir par tirer son épingle du jeu, même s'il est reconnu principalement pour ses grandes qualités défensives. Jason Castro qui joue encore aujourd'hui pour une de ses toutes premières équipes, les Astros de Houston. C'est un bon bouquin, cependant, comme je le déplore très souvent, un peu trop romancé. Il nous explique pas après pas ce que chacun des entraîneurs ont fait, quel est leur passé, comment ils s'y sont pris. On pourrait dire qu'il y a une certaine formule qui est appliquée pendant la première moitié du livre, ce qui fait que ça peut devenir un tout petit peu lassant, mais pour les curieux, vraiment les très très curieux de ce groupe de gens-là, les gens qui sont derrière les grands frappeurs, eh bien, ça va vous intéresser assurément. Et parfois c'est très cocasse, parfois c'est vraiment intéressant de voir à quel point ces gens-là sont dans l'ombre et sont peu connus. Et aussi, ben, ça vous donne des informations très précises pour être capable de mettre en perspective l'amélioration presque du jour au lendemain de certains frappeurs dans le baseball majeur. Le poster boy de tout ça étant évidemment J.D. Martinez. Il est presque la vedette dans le livre MVP Machine et il est probablement la vedette dans Swing Kings aussi. J.D. Martinez, qui était reconnu pour être un très bon frappeur dans les mineurs, est arrivé dans les majeurs avec les Astros de Houston et n'a rien été capable de faire. Et il a fallu qu'il rencontre un de ces gourous-là pour devenir un excellent frappeur et faire de gros dommages qu'on connaît tous avec les Red Sox de Boston. Et il y est encore d'ailleurs aujourd'hui. Alors c'est un bouquin que je vous conseille pour les curieux de la frappe et aussi pour ceux qui ont le goût de mettre en perspective un peu leurs observations sur des joueurs qui tout à coup, à partir de statistiques assez moyennes, sont devenus de très bons frappeurs ou même dans certains cas, comme J.D. Martinez, sont devenus de grandes vedettes. Si vous voulez aussi savoir comment un gars aussi grand et costaud que Aaron Judge réussit à frapper autant pour la puissance que la moyenne, c'est aussi un très bon bouquin. Alors, vous pouvez quand même le feuilleter par chapitre si ça vous tente ou le lire tout du long comme moi je l'ai fait et ça vous donne un beau moment de lecture et ça approfondit votre compréhension du baseball. Si vous aimez les termes launch angle, entre autres, velocity exit, ces grands classiques-là qui sont utilisés beaucoup par les amateurs de sabermetric, eh ben, c'est un livre pour vous. Swing King de Jared Diamond. Je vous le conseille, mais si vous n'aimez pas trop le blabla technique et puis, bon, les techniques de frappe, c'est peut-être pas le bouquin pour vous, mais pour tous les autres, eh ben, allez-y avec confiance. Swing King, allez. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Alors, ça nous amène à notre conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième édition de Baseball Hebdo. Comme prévu la semaine prochaine, je serai là avec vous. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il s'est tellement passé de choses dans notre deuxième semaine. La troisième semaine peut être remplie de surprises. En tout cas, à surveiller les équipes qui quand même jouent bien, alors qu'ils n'étaient pas supposés au départ, et certaines équipes qui ont un peu de la difficulté, comme mes braves Atlanta, voir s'ils vont être capables de rebondir cette semaine. Alors, merci à tous d'avoir été là. S'il vous plaît, donnez-moi un petit pouce en l'air si ça vous tente. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et vous pouvez surtout commenter et ne vous gênez pas à le faire. Alors, merci beaucoup, à bientôt et surtout, bon baseball.